Micro ouvert, c'est bon? Alors, on va mettre Bonjour. ça en silencieux. Ouais. Tu répondras? Alors, bonjour tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Je laisse ça, non? Ah oui, ok. Donc moi, je suis le docteur Fournier, je suis une des médecins de l'HAD du Centre Léon Bérard. Et on va se faire un petit point sur la prise en charge de la douleur, que vous connaissez tous déjà pas mal. Donc moi, je vais faire un peu les généralités sur les différents traitements, notamment les opioïdes. Et puis, il y a ma collègue Laetitia, infirmière, qui vous fera après un peu plus sur la PCA de morphine et toutes ses subtilités. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Alors, du coup, la première chose, effectivement, qu'on a un patient douloureux, c'est de bien l'évaluer. Donc, l'interrogatoire à mener avec où est-ce qu'il a mal, est-ce que ça irradie, si c'est plutôt la nuit, ce qui est un facteur déclenchant. Voilà, il faut essayer un petit peu d'identifier la douleur qu'il a. Essayer de faire l'historique un petit peu sur les traitements qu'il a déjà pris, qu'il a déjà eu, ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas, est-ce qu'il a été efficace déjà, et voir un petit peu le retentissement sur sa vie. C'est vrai que la douleur, en général, les gens, ça leur gâche la vie quand ils sont dans des moments de douleur, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils ont envie de se jeter par la fenêtre. Voilà. Donc, faire un peu le point de tout ça pour déjà évaluer un petit peu la douleur qui est différente entre chaque patient, évidemment. Et on a des petites réglettes qui nous servent, donc le levé-A, que vous connaissez tous, j'espère. Donc voilà, donc on monte la face sans les chiffres au patient. Et lui, il nous bouge un peu la réglette entre pas de douleur et douleur maximale imaginable. Après, on peut aussi leur faire l'évaluation numérique, le N entre 0, pas de douleur, et 10, la douleur la plus insupportable. Et ça, en fait, c'est surtout important pour le suivi. C'est vrai qu'un patient, des fois, il nous dit qu'il a 5, et finalement, s'il passe de 9 à 5, c'est bien déjà. Il ne faut pas forcément chercher à ce qu'il soit à 0 ou à 1. Il faut qu'on ait déjà une amélioration en fait, dans le suivi de la douleur. Donc, si on part d'une VA à 9 et que 48-72 heures après la mise en place du traitement, il est passé à 5, ça veut dire qu'on a quand même un traitement efficace. Donc, on est content. Après, je vous ai quand même mis, pour les patients qui ne communiquent pas ou plus, l'hétéroévaluation, l'Algo+, où là, on se fie sur les signes du visage, le regard, les plaintes, la position du corps, s'ils sont crispés, s'ils sont en position fétale. Et en fonction du nombre de… Voilà, s'il y a plus de 2 cases cochées, oui, ça veut dire qu'on a un patient qui est douloureux et donc le traitement n'est pas forcément adapté, donc à réévaluer du coup. Bon, ça, après, voilà, ça c'est l'Algo+, mais vous le faites de toute façon de manière un peu automatique. Quand vous voyez un patient replié sur lui-même, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Après, on va parler… Voilà, j'ai fait un point sur la douleur plus classique, la douleur nociceptive, et j'en ferai un autre un peu plus sur la douleur neuropathique qui est un peu particulière. Donc, la douleur nociceptive, c'est la douleur classique qu'on rencontre en oncologie. Donc, les traitements, on suit les paliers de l'OMS avec le premier niveau, le doliprane, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'acupan qui est un peu à part, mais qu'on considère comme étant dans le palier 1. Après, il y a le niveau 2, on ne s'en sert pas trop en oncologie, on passe souvent du niveau 1 au niveau 3. Voilà, tout ce qui est codéine, tramadol et association avec le paracétamol. Et le niveau 3, ce qui nous intéresse un peu plus, parce qu'effectivement, on en utilise beaucoup en oncologie, c'est tout ce qui est opioïde fort, donc la morphine et ses cousins. Alors, je vous ai mis ça, c'est vraiment à titre indicatif, parce que je vais vous montrer un petit peu après le nouveau logiciel qui a été fait par la SFAP là, et la SFETD Opioconvert. Donc, ça, c'est vraiment à titre indicatif. Avoir une idée entre la morphine, l'oxycodone, le patch, voilà, des équivalences de morphine, mais bon, n'en faites pas une référence. Et ça, pareil, c'est un peu l'équivalence. Voilà, savoir que 60 mg de Skénan, ça équivaut à 30 mg par 24 heures d'oxycodone, ça équivaut à un patch de Duro 25. C'est un peu les doses de départ classiques qu'on met
Pour nous, on estime que la dose minimale efficace de morphine, c'est 30 mg matin et soir ou 15 mg d'oxycodone ou un Duro 25. En dessous, bon, voilà, c'est pas forcément des doses d'opioïdes, ça équivaut à des doses d'opioïdes plus faibles, équivalent autophagique. Et je vous ai mis les équivalents, donc entre la voie Péros et sous-cute, on divise par 2, et IV, où on divise par 3. L'oxycodone sous-cute et IV, c'est les mêmes doses. Quand on fait un relais pour une PCA notamment, si on la passe en sous-cute ou en IV, c'est les mêmes doses. Et alors que pour la morphine IV sous-cute, donc ça change, on a le ratio de 2 là. Et pareil, quand on fait un relais morphine et une rotation vers de l'oxycodone IV, c'est les mêmes doses, du coup. Je ne sais pas si c'est tout clair ce que je dis. Et donc, il y a OpioConvert, donc un logiciel qui a été créé voilà, par la SFETD, la SFAP et l'APSOS, que j'ai oublié l'APSOS, qui est disponible sur Google. Vous tapez OpioConvert, et en fait, c'est un système de... c'est eux qui nous font la conversion entre le Péros, le durogésique en patch et la voie IV. Donc, je pense que maintenant, il y a beaucoup de médecins qui s'en servent. Ça nous donne les doses précises, les équivalents précis de doses pour faire nos conversions. Donc, même vous pouvez vous en servir. Enfin, voilà, je vous dis, c'est accessible à tout le monde et c'est très simple d'utilisation, donc c'est bien pratique. Alors, on va se lancer dans les relais entre les différents voies de morphine possibles. Donc, on a un patient qui a une PCA de morphine ou d'oxynorme et on se dit, il est bien équilibré, il fait quasiment plus de bolus. Allez, on va lui mettre un petit patch de fentanyl, ça le débarrassera de sa pompe. Donc, on pose le patch souvent le matin. Bien. Alors, en théorie, au bout de la 6e heure, on diminue de moitié la dose de la PCA de morphine et 12 heures après, on arrête la pompe. Donc, on pose le patch le matin et le soir, on arrête la pompe et on change de patch toutes les 72 heures. Alors, nous, c'est vrai qu'à la maison, revenir au bout de 6 heures, diminuer de moitié, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que souvent, ce qu'on vous dit, c'est qu'on pose le patch et le soir, on arrête la pompe. Après, c'est évidemment adaptable en fonction du patient, mais c'est vrai qu'on a tendance à sauter un peu la phase H6, on diminue de moitié. Mais en théorie, chez les patients hospitalisés, on fait comme ça. On fait H0, à H6, on diminue de moitié, et H12, on arrête la pompe. Et on laisse le patch avec les interdoses Péros aussi, Actiskénan, Oramorph ou Oxynorm. Donc, pareil, il a une PCA. Bon, le patch, c'est s'ils ont des problèmes pour avaler ou s'ils sont un peu vieux. Mais sinon, on fait un relais plutôt vers une forme Péros, donc du Skénan ou l'Oxycontin. Donc, il prend sa première dose de Skénan ou d'Oxycontin, pareil, souvent le matin. Et 2 heures après, on arrête la pompe. Donc ça, souvent, on n'arrive pas trop mal à le faire. Je pense, à la maison. Voilà, on vous dit, il prend son Skénan le matin et vous repassez en milieu de matinée ou à midi et on arrête la pompe. Et ensuite, il reprend sa 2e dose de Skénan le soir et on part sur les prises orales avec les interdoses. Voilà, donc ça, c'est plutôt simple. Ensuite, dans l'autre sens, le patient est sous morphine Péros, il a du Skénan matin-soir, mais il prend toutes ses interdoses, il a mal, on a augmenté, ça, il a toujours mal. On se dit, bon, il va falloir qu'on rééquilibre un peu mieux les choses. On va lui mettre une PCA de morphine ou d'oxycodone. Donc, dans l'autre sens, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, il prend sa dose de morphine Péros. Et pareil, c'est un peu comme pour le patch, en théorie, on diminue la dose de moitié à 6 et on met la moitié de la dose à H6, je vais y arriver, et on met la dose totale de la PCA à H12. Alors ça, de la maison, c'est pareil, c'est pas toujours évident. Donc des fois, on les laisse, on saute une dose de Skénan en fait. On lui dit de ne pas la prendre le matin et on met la PCA le soir et il complète juste avec des interdoses. Sur la journée, le temps qu'on mette la pompe et le temps que la dose de Skénan s'élimine. C'est clair ce que je dis. C'est tout ce qui me semblait. C'est pas très clair. On va recommencer.
Du coup, en fait, même moi, je m'embrouille moi-même. J'aurais pas dû prendre ces schémas-là. C'est mal fait. Le patient a dit ce qu'il non. On veut passer à une PCA. Donc, en fait, en théorie, on ne met que des bolus sur les 6 premières heures. Ensuite, à la 6e heure, on met le débit continu de moitié. Et à la 12e heure, on met la pompe en quantité normale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la maison, on ne fait pas repasser forcément à la 6e heure. Donc, finalement, effectivement, oui, soit on met la PCA en mode bolus seul et on met la dose totale le soir. Et on prend pas son scanner le soir. Voilà. Bon, vous me poserez des questions, ce sera plus simple. Après, alors pareil, donc on va passer d'un patch à une PCA. Bon, c'est un peu le même principe que pour la morphine Péros. Donc, mode, on met que les bolus tout seul. À H6, on met le débit de moitié et à H12, on met la dose totale avec le retrait du patch le matin. Voilà. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est enlever le patch le matin, on met la PCA que avec les bolus et le soir, on met la dose totale. Ça évite le passage du midi en fait à H6. Alors, un mot quand même sur les effets indésirables des opioïdes. Laetitia vous en reparlera, mais la constipation, gros problème, hein. Gros souci. Donc, la morphine, ça constipe, donc il faut qu'ils prennent des laxatifs systématiquement, sauf s'ils ont eu du Folfox et qu'ils ont la diarrhée, mais non. Sinon, il faut toujours qu'ils aient le Movicol, le Forlax, enfin ce qu'ils veulent. Après, il y a tout ce qui est le Moventic, donc c'est un comprimé à prendre une fois par jour. Et en fait, ce médicament, il lutte que sur la constipation contre les opioïdes. En fait, il vient antagoniser la morphine au niveau de ses récepteurs et ça lutte que pour cette constipation-là, en fait. Il faut faire attention aux risques occlusifs. Voilà, si les gens ont de la carcinose ou des choses comme ça, on n'aime pas trop. Mais sinon, ça ne marche pas trop mal, effectivement. Et il y a d'ailleurs l'Oxinia que vous avez dû voir passer sur plusieurs patients. Donc l'Oxinia, c'est un nouveau opioïde. C'est de l'oxycontin, en fait, qui est couplé avec de l'analoxone, donc l'antagoniste de la morphine. Donc, par exemple, quand il y a 30 mg d'oxycontin, il y a 15 mg de naloxone associé dans le comprimé. Donc, c'est effectivement pas mal aussi pour les gens qui ont des problèmes de transit. Après, à se méfier sur les fortes doses d'oxinia, parce que des fois, la naloxone, elle vient antagoniser un peu plus qu'au niveau digestif et les gens sont sous-dosés. Mais bon, voilà, en général, ça se passe bien. C'est un médicament qui est bien ancré maintenant, l'oxinia, qu'on prescrit facilement. Alors, c'est surtout à l'introduction des opioïdes, il peut y avoir des nausées, enfin, c'est assez fréquent. Les gens ont des nausées. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à associer un antiémétique, souvent dans les 3 à 5 premiers jours, leur mettre un peu en systématique, donc soit en comprimé ou même en IV si vraiment ils sont très nauséeux. Il faut un peu insister quand même, pas forcément tout de suite vouloir faire une rotation ou diminuer les doses. Parce qu'en fait, c'est des effets un peu fréquents, c'est le temps d'imprégnation un peu de la morphine. Et souvent, au bout de 3-4 jours, ça va quand même mieux. Mais voilà, donc pas hésiter à mettre des antiémétiques. Il y a aussi l'effet somnolence. Pareil, à l'initiation de la morphine, faut se méfier quand même de cet effet où le patient, finalement, il est soulagé et donc il récupère, il dort. Donc, voilà, si la fréquence respiratoire est normale, c'est juste qu'il dort parce qu'il a enfin moins mal et qu'il arrive à dormir, il faut se donner quelques jours et surveiller. Après, il y a les effets aussi de un peu plus hallucinations, confusion, les cauchemars qui peuvent survenir, surtout chez les personnes un peu âgées. Le risque de rétention urinaire aussi. Donc maintenant, on met assez facilement le kit de sonde urinaire en réserve parce qu'on s'est fait plusieurs fois avoir, avec notamment la mise en place de PCA de morphine. Des fois, il peut arriver que les patients fassent un globe sur ça, on les sonde, il faut mettre un peu de Xatral, le traitement, et ensuite on arrive à les désonder facilement. Mais c'est un risque qui peut arriver.
La morphine est évidemment un dépresseur respiratoire, donc on s'en sert bien aussi pour les dyspnées, en plus de la douleur. Donc tout et les gens essoufflés, on aime bien leur mettre de la morphine. Ça sèche la bouche, effectivement. Et il peut y avoir des clonies, vous avez déjà dû voir ça de façon plus ou moins importante. Donc, des fois, il faut effectivement un peu réadapter les doses quand ça devient trop important ou faire une rotation. Donc voilà, donc c'est ça. Si il y a tous ces effets secondaires qui ne cèdent pas malgré le traitement antiémétique bien conduit ou les clonies qui sont trop importantes, voilà, la chose à penser, c'est soit diminuer les doses si la douleur est bien équilibrée, ou faire une rotation d'opioïdes si le patient a toujours mal et qu'il a en plus plein d'effets secondaires. Comme ça, vous appelez le médecin et il s'en débrouille. Ah, depuis tout à l'heure, hein, tout à fait. Bon. Mais on t'entend. C'est très clair ce que je dis, ils n'ont pas besoin d'image. Ils n'ont pas vu ma petite photo de la constipation, du coup. Du coup, non. Ah. Nous avons ri. C'est vraiment un truc intéressant. Ah, il y a beaucoup de monde qui te parle, en tout cas. On n'est pas que le médecin. Oui, bah, c'est suffisant. Oh, écoutez. Je n'ai pas ce que... Pourquoi on ne voit rien? Je ne sais pas. Bah, je vais repasser les diapos, non? Vois s'il voit quelque chose. Ah, elle est là? Bon, bah, je suis désolée, apparemment, il y a un problème d'image. On vient seulement de me le dire, alors je suis à la fin du truc. Du coup, il est quelle heure? Ouais. Je continue à l'oral. Et puis, on verra si on... De toute façon, on vous fera passer le truc, mais on a un petit souci de transmission d'image. Donc, j'en étais aux effets secondaires. Si ça ne cède pas, on diminue la dose. Ou s'il a toujours mal, on fait une rotation d'opioïdes. Et je vous ai fait un petit mot quand même sur la naloxone. Alors, en cas de surdosage. Écran partagé, ouais. On essaye de réparer l'image. Ouais. Ah, attends, c'est bon. Oh là là. Attends, j'ai. C'est ça, toi? Oui. Maintenir pour sélectionner plusieurs. Partager. Là, normalement, elles doivent voir. Je me vois, moi. Ouais, mais c'est parce qu'on se voit nous. Ok, j'essaye, je te rappelle si ça ne marche pas, mais je crois que j'ai trouvé. Merci. Je ne peux pas déplacer ça, là. Du coup, c'est bon? Ça marche? Ah, bon, apparemment, ça marche. Bon, j'enchaîne sur la naloxone, je repasserai les diapos tout à l'heure. Donc, le surdosage en opioïdes, on a un patient qui est très endormi, donc le score de Rutkin supérieur ou égal à 3. En gros, oui, il est très endormi, difficilement réveillable. Voilà. Et une fréquence respiratoire inférieure à 8 par minute. Bon, après, chez les patients, adaptable à chaque patient évidemment, mais voilà, chez un patient lambda qui n'est pas en prise en charge palliative, on a un vrai signe de surdosage, on peut lui faire l'antagoniste, donc la naloxone. Donc, on arrête la pompe ou on enlève le patch, ou voilà. Et en fait, on va le titrer en fait, avec la naloxone. On peut faire en IV ou en sous-cute. On peut même le faire en intramusculaire. Bon, on peut prendre le temps de poser une sous-cutanée. En fait, on titre jusqu'à ce que la fonction respiratoire remonte et que le patient se réveille. Après, des fois, il faut mettre une petite perfusion d'entretien. Je vous ai mis le pouce de Narcan, mais ça, bon, c'est en soins continus qui font ça, donc on ne vous fera pas faire ça à la maison. Voilà, donc c'était un petit mot sur la naloxone, que vous ayez quand même un peu idée de ce que c'était. Ça marche très bien quand c'est un vrai surdosage d'opioïdes. En général, on fait un coup de naloxone et le patient se réveille d'un coup. Voilà, les yeux grands ouverts. Ah ouais. Alors, on va s'intéresser aux douleurs neuropathiques qui sont un peu particulières, qui sont souvent associées, en fait, chez les patients en oncologie. Ils ont souvent les deux. Ils ont une part nociceptive et une part neuropathique.
Et c'est vrai que sur les douleurs neuropathiques, tout ce qui est morphine, Doliprane, bon, ça ne marche pas très bien. Ce qui marche, c'est les autres traitements, donc les vieux antiépileptiques, qu'on utilise d'ailleurs plus que pour la douleur neuropathique, donc le Lyrica, le Neurontin, qui sont en comprimé. Et puis, il y a tout ce qui est antidépresseur, le Laroxyl, qu'on peut retrouver en gouttes ou en perfusion. Et puis les autres, Anafranil, Cymbalta. Je vous ai mis ceux qu'on retrouvait le plus fréquemment. Donc voilà, si vous avez des patients avec ça, c'est qu'ils ont une douleur neuropathique qui est installée. Je ne vous détaille pas plus, hein, parce que bon, c'est un peu particulier. Je vous ai mis un petit peu les symptômes typiques des gens qui ont une douleur neuropathique. Donc, c'est tous ceux qui se plaignent de sensations de brûlure, de décharge électrique, d'élancement, d'étirement. Et après, il y a ces douleurs aussi où, quand on les touche, ils ont mal. Des fois, c'est leurs vêtements. Ils ont leurs vêtements les gênent. Ils ont une sensation d'inconfort sur leurs vêtements, sur les draps. Ou ils ont une réaction douloureuse, une hyperalgésie à un stimuli qui, normalement, est peu douloureux, comme une piqûre ou le chaud ou le froid. Donc voilà, c'est un peu les petits symptômes qu'on retrouve dans les douleurs neuropathiques classiques. Donc, je vous ai mis les définitions. Voilà, l'allodynie pour une douleur qui, normalement, une sensation douloureuse pour un stimuli qui n'est pas douloureux normalement. Et puis l'hyperalgésie, essentiellement, c'est les deux qu'on retrouve. Et il y a le questionnaire DN4. Pareil, qui est un questionnaire pour les douleurs neuropathiques. Bon, voilà, on demande aux gens, en gros, est-ce que vous sentez une brûlure, est-ce que vous avez des fourmillements, des picotements, est-ce qu'ils se sentent moins bien quand on les touche, est-ce qu'ils ont l'impression que c'est endormi, comme chez le dentiste. Et s'ils ont un score supérieur à 4 sur 10, ça nous valide le diagnostic de douleur neuropathique et on peut mettre un traitement, du coup, adapté. Je vous ai fait un petit listing des autres traitements que nos patients peuvent avoir au Centre Léon Bérard. Voilà, vous avez dû en entendre parler. Donc, il y en a qui ont des rayons à visée antalgique. Il y a nos radiologues interventionnels qui font plein de choses aussi, notamment au niveau osseux avec les cimentoplasties, les alcoolisations sur des nodules isolés douloureux, les cryothérapies. Et puis, il y a les blocs anesthésiques aussi. Il y en a qui ont déjà dû avoir des patients avec des cathéters périnerveux. Chez des gens qui ont des fois des fractures au niveau du bras ou d'une jambe, on leur met un bloc en fait au niveau du membre. Bon, la neurochirurgie de la douleur, c'est un peu plus poussé. Il y a les patchs de capsaïcine qu'on fait justement pour les patients qui ont des douleurs neuropathiques isolées, notamment sur vraiment les allodynies, donc les patients qui sont douloureux au toucher, ce genre de choses. C'est des patchs c'est du piment en fait, et on fait ça au Centre Léon Bérard, ça se fait sous surveillance, mais ça marche pas mal. Et puis la TENS, la neurostimulation, donc c'est les petites électrodes qu'on met au niveau d'une zone douloureuse, plutôt les douleurs musculaires. Voilà, c'est par l'équipe de la douleur. Je vous ai fait un petit diapo sur la PCA de fentanyl et de sufentanyl. On n'en met jamais, je pense, parce qu'on a des patients palliatifs et qu'on ne s'embête pas à mettre ça. Puis bon, le fentanyl et le sufentanyl, ça a vraiment un effet d'action. Enfin, les bolus ont une action très rapide. Et souvent, on tombe un peu dans un nombre de bolus trop important. Donc, on n'aime pas trop mettre ce genre de médicaments chez nos patients en HAD, mais si jamais ça peut arriver que vous envoyez, je vous ai fait un petit diapo. Donc, c'est surtout pour les gros insuffisants rénaux. Donc, le patch équivaut à l'IV. S'il a un patch de Duro 25, on met 25 microgrammes par heure en IV et on met la même dose de bolus. Entre l'équivalence horaire et le bolus, c'est la même dose. Et le sufentanyl, en fait, c'est la même chose divisé par 10. Voilà, donc le choix entre fentanyl et sufenta, c'est en fonction de la durée de la cassette. Donc voilà, c'est juste ça. Un petit mot aussi sur la méthadone. Pareil, on a pas mal de patients qui en ont. Maintenant, c'est le Zorion qui a donc l'autorisation de mise sur le marché pour les douleurs mixtes du cancer en deuxième intention. Donc, en gros, c'est comme du Skenan ou de l'Oxycontin. Ils ont une dose le matin, une dose le soir. Et ils ont les interdoses dans la journée à prendre si besoin. Voilà. Bon, le relais, c'est ce qu'on souvent on le fait en hospitalier, mais
On peut être amené à vous dire, bah là, la méthadone, ça ne marche plus, on va remettre la pompe. Donc voilà. La kétamine, j'ai tout mis en fait. Alors oui, mais pareil, il peut y avoir des fois, vous pouvez voir des gens avec des PCA de kétamine, ça arrive qu'on en fasse. Donc la kétamine, c'est plutôt pour les douleurs neuropathiques réfractaires à ceux qui ont déjà du Lyrica, du Laroxyl, tout ça. Ou les douleurs mixtes, effectivement, et chez ces patients qui ont, souvent ils ont des PCA de morphine et on augmente les doses, on augmente les doses, on augmente les doses, et on voit que ce n'est pas bien efficace. Donc en fait, on va leur faire de la kétamine pour épargner un peu la morphine, finalement. Donc voilà, c'est un peu les deux indications. Je vous ai mis les effets indésirables. Bon, effectivement, ça peut donner des hypertensions, des céphalées essentiellement. Et puis, il y en a, oui, qui peuvent un petit peu décompenser sur le plan psy. Donc, on se méfie de ceux qui nous paraissent pas très nets. On leur met pas de kétamine. Voilà, donc souvent à la maison, c'est sous forme de PCA. On commence à 0,5 mg kilo et on peut augmenter jusqu'à 1,5 sur 5 jours. On peut refaire des cures tous les mois si c'est efficace. Voilà, je vous ai mis la stabilité de 72 heures, c'est important. Voilà, et du coup, ceux qui ont des kétamines, des fois, il faut réévaluer un petit peu la dose de morphine, du coup, parce que ça nous permet de diminuer un petit peu la dose de la PCA de morphine. Et la xylocaïne aussi, bon, ça c'est encore plus rare, je pense, que la kétamine. C'est vraiment, l'indication, c'est les douleurs de carcinose péritonéale. Donc, ces gens qui ont ces carcinoses, la morphine ne marche pas, les corticoïdes ne marchent pas. Donc, on leur met de la xylocaïne. Donc, c'est la xylocarde, comme il y a dans les patchs d'EMLA, hein, c'est la même molécule. Et on la met en PCA sans bolus, évidemment, hein, qu'avec un débit. Et des fois, ça marche très bien. Donc, on les laisse rentrer avec ça à la maison. Et effectivement, ça se passe bien. Donc, stabilité de 48 heures. Et je vous ai mis aussi les effets un petit peu à surveiller. Voilà, le goût métallique, l'engourdissement. Donc, voilà. Donc, pour finir, il faut bien réévaluer la douleur. Enfin, vraiment, je pense que c'est le truc, c'est vraiment le suivi de la douleur, évaluer. Alors, que ce soit l'EVA, l'échelle numérique, peu importe, mais il faut toujours garder la même évaluation avec le même patient, comme ça on a bien le suivi, si c'est mieux ou moins bien. Évaluer aussi les traitements, s'ils sont efficaces et leur tolérance. Voilà, et surveiller les effets indésirables, le transit. Voilà, et puis voilà, réadapter les traitements. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler le médecin coordonnateur. Il réévalue avec vous, il voit s'il faut changer, tout ça. Voilà. Et ça, ce sera le dernier recours. Merci, je laisse ma collègue. Est-ce qu'il faut que je repasse le diapo ou pas, du coup? Parce que du coup, vous avez vu que la moitié des images. Donc, je ne sais pas si c'est un intérêt à ce que je vous repasse tout. En gros, ça, c'est le titre. En gros, ce qui est évaluation. Ouais, non, mais après, bon, le VA, on pourra leur faire passer le truc. Ouais, on vous fera passer le diaporama à l'Algo Plus, les paliers de l'OMS. Bon, ça, n'y faites pas attention. En fait, j'aurais dû l'enlever, ce truc. Opioconvert. Hein. Et puis ça, c'est les relais. Je vous ferai passer les images hein, pour les différents relais. Voilà. Bon, allez, je laisse ma collègue parler. Okay. Parfait. Merci. Alors bonjour, moi je suis Laetitia, infirmière de coordination à l'HAD. Je pense que vous m'avez déjà eu au téléphone, au moins vous avez un visage sur ma voix. Moi je vais vous parler plus particulièrement de la pompe ambulatoire à domicile, la fameuse PCA. Alors, pourquoi vous parlez de la PCA? Parce qu'en fait, une très grosse partie de nos patients en HAD en ont au domicile, c'est environ un quart de nos patients. Et que cette fameuse PCA pose des problèmes. Elle pose des problèmes au domicile
par rapport à la formation et puis pour nous aussi, puisqu'il il nous est arrivé de faire sortir des patients finalement au domicile avec une pompe qui n'est pas programmée avec la programmation prescrite par le médecin. Il est arrivé qu'il y ait des problèmes de concentration. Enfin voilà, donc ce petit topo permet un petit peu de revoir les points essentiels de la prise en charge de la pompe au domicile. Alors, sachez que les pompes utilisées en HAD, ce sont les pompes Bodyguard Color Vision 323 et que la formation est assurée par notre prestataire Bastide. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de la prescription médicale, vous montrer comment elle se présente, sous quel modèle elle se présente. Ensuite, on verra les modalités de la préparation de la poche, puisque parfois, vous êtes un petit peu au domicile en difficulté par rapport à ça. Enfin, la traçabilité, puisqu'on va vous demander finalement de tracer le renouvellement et la surveillance de la poche sur différents points dans le classeur de l'HAD. Et enfin, on parlera de la surveillance quotidienne en sachant que Marilyn Fournier vous en a déjà énormément parlé. Alors, la pompe ambulatoire est une prescription médicale, bien sûr, et elle nécessite en général 2 ordonnances, une programmation que l'on va voir ensuite et une ordonnance sécurisée. Donc, la plupart du temps, c'est de la morphine ou de l'oxynorme. On la met quand même très rarement en première intention, mais souvent, elle est en relais de la voie orale ou de patch. Donc là, Marilyn vous a expliqué exactement comment se passaient les relais au domicile. On fait également aussi les relais finalement à l'hôpital, soit au service des urgences, soit en service classique. Donc, majoritairement, quand même, les patients rentrent à domicile avec la pompe. La pompe, en général, elle est prescrite quand la voie orale est impossible ou alors quand on n'arrive pas du tout à gérer le problème de douleur sous traitement morphinique, que la douleur est instable et très intense. Alors, l'avantage de cette pompe, c'est que souvent, on est sur de la voie IV puisque la majorité de nos patients ont une voie veineuse centrale. Donc, l'action est beaucoup plus rapide de l'antalgique. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut ajuster les doses beaucoup plus précisément, et beaucoup plus rapidement, puisque s'il y a besoin de réévaluer la programmation, vous pouvez le faire en temps et en heure avec le médecin coordonnateur de l'HAD au téléphone, qui va vous donner les paramètres. Et puis après, on vous envoie l'ordonnance, bien sûr. Et l'avantage, bien sûr, c'est que le patient, il est totalement autonome dans la gestion de sa douleur. Idéalement, puisque c'est vrai que les limites de cette pompe, c'est quand le patient n'est pas capable d'appuyer ou ne comprend pas du tout le fonctionnement de la pompe et reste quelque chose d'angoissant pour lui. On peut noter aussi finalement une incidence plus rapide et plus élevée des effets secondaires, surtout finalement le risque de surdosage. Marilyn vous en a parlé tout à l'heure. Alors, la prescription médicale. Je vous ai mis du coup une prescription. Donc, c'était pour vous expliquer que chaque prescription de pompe du Centre Léon Bérard se présente sous ce schéma-là. Donc, vous avez du coup le nom du produit toujours en haut, donc souvent morphine ou oxynorme. En deuxième ligne, vous avez du coup la dose. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours dans un ordre très simple, mais voilà comment ça se présente. La dose de fond journalière. Donc, ça, c'est la dose de morphine qui va être délivrée par jour par la pompe sans que le patient ait fait de bolus. Ça donne un ordre d'idée finalement de la durée de la poche. Puisque là, finalement, sur une dose à peu près de 50 mg, la poche, on peut estimer qu'elle peut durer 4 jours, mais sans bolus. Donc ça sera évidemment à revoir en fonction de la quantité de bolus effectuée par jour. Ensuite, tout de suite après, sur la ligne suivante, vous avez la voie d'administration.
Donc, souvent intraveineux, mais parfois, elle peut être en sous-cutanée, surtout si les patients ont une pompe de morphine pendant, par exemple, leur chimiothérapie et qu'ils ont un infuseur de chimiothérapie. On passe à la voie sous-cutanée pendant l'infuseur. Ou alors, si on a un problème de voie veineuse centrale, on peut aussi vous demander de passer la PCA le temps de régler le problème de la voie veineuse centrale. Donc, on reste sur la voie sous-cutanée. Le volume du coup de remplissage en millilitres est toujours à 100 millilitres. L'unité est toujours en milligrammes. Après, vous avez la concentration. Donc, cette concentration-là, elle est variable. En fait, elle va dépendre du coup de la dernière ligne, c'est-à-dire du remplissage de votre poche. Donc, ça, c'est la dose, finalement, en dernière ligne, vous avez la dose totale d'antalgique que vous allez mettre dans votre poche pour remplir votre pompe. Et donc, la concentration, c'est le rapport du remplissage sur le volume total. Donc ici, 2 mg par millilitre, c'est toujours en milligrammes par millilitre. Donc quand vous remplissez après les paramètres de votre pompe, les paramètres de la prescription médicale sur la pompe, il faut bien veiller à changer, à avoir la bonne unité. Le débit continu, il est en milligrammes par heure et les bolus sont toujours aussi en milligrammes. Vous avez ensuite la dose verrou, donc ça c'est le temps réfractaire entre deux doses, c'est-à-dire que le patient, sur cet intervalle de temps, ne pourra pas obtenir de bolus. Il va pouvoir en réaliser, on aura donc des bolus tentés, mais pas forcément du coup injectés. Sur la ligne suivante, vous avez donc le nombre de doses par heure. Et donc, hop, sur donc, le modèle Bodyguard, donc celui que nous avons, c'est une dose en milligrammes. C'est la quantité d'antalgique délivrée par heure si le patient effectue tous les bolus auxquels il a le droit. Donc, en général, vous pouvez l'obtenir avec le débit continu, 2 mg, multiplié par plus les 3 bolus de 5 mg qui sont possibles en une heure. Et donc, ça fait un total de 17 mg. Voilà un petit peu comment se présente notre pompe. Alors, en effet, l'ordre de présentation n'est pas toujours logique, mais voilà, ce qu'il faut bien que vous regardiez finalement quand vous préparez votre pompe, c'est le remplissage de la cassette, ici. Et après, les paramètres, vous les remplissez au fur et à mesure que se présente la pompe Bodyguard. Alors ici, je vous ai bien rappelé que toute modification d'un de ces paramètres ou alors tout changement de voie d'abord, donc IM sous-cutané, même si, comme nous l'a rappelé Marilyn, par exemple, pour l'oxynorme, que ça soit sous-cut ou IV, on est sur le même dosage de débit continu de bolus, il vous faut impérativement une prescription adaptée. Donc, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, les réadaptations se font par téléphone. Vous pouvez les réaliser avec le médecin par téléphone et en général, après, on vous fait suivre la prescription. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous appeler pour nous le rappeler. Voilà. Alors, la préparation de la poche. Je vous ai fait une petite photo sur tout le matériel nécessaire à la poche. Donc, c'était juste pour donc, vous rappeler que le matériel est délivré par l'HAD. Nous avons donc des kits prévus à cet usage dans lequel vous trouvez du coup un champ stérile, ça y est, un flex vide, une seringue Luorloc, le perfuseur Bodyguard. Après, il faudra rajouter du coup des trocards et des compresses. Il vous faut bien sûr le pot à aiguille, un antiseptique et bien sûr, ce qui va être ensuite délivré par votre pharmacie ou par la pharmacie du centre Léon Bérard, les ampoules dentalgiques et la poche de NaCl pour le remplissage. Donc, la règle d'or pour pouvoir
compléter du coup la poche, c'est de toujours prélever la morphine ou l'oxynorme en premier et ensuite de compléter avec le NaCl pour avoir un volume total à 100 ml. Ça évite du coup les erreurs de concentration. Une chose également très très importante et qui vous évitera beaucoup de désagréments au domicile, c'est de toujours utiliser l'embout-lueur-lock de la seringue de 50 ml et ne jamais utiliser un trocard pour injecter dans la poche. Le flex, en effet, l'embout bleu permet le système lueur-lock. Donc vous le vissez bien et vous injectez directement. Si vous utilisez un trocard, vous pouvez être amené à avoir des fuites ou même des poches d'air qui rentrent dans le flex. Et vous avez une pompe qui est tout le temps en alarme par la suite. Et c'est du coup des désagréments pour vous puisque vous êtes sans cesse sollicité. Veillez également à bien purger votre flex quand vous êtes en mode de préparation. N'hésitez pas même à réinjecter de l'air dans la poche si vous avez des difficultés pour capturer l'air. Donc, comme vous avez vu sur l'image, vous orientez bien le flex du côté de l'entrée de la seringue et vous aspirez l'air. Les petites dernières bulles, du coup, seront éliminées par la purge, du coup, par la pompe. Pour connecter le prolongateur directement à la pompe, il faut toujours suivre les étapes que je vous ai décrites là sur cette image. Donc, d'abord, bien mettre le petit Lego noir en premier à droite. C'est ce qu'on appelle le détrompeur. Et enfin, glisser le localisateur, donc le cercle bleu, à gauche. Ça évite les torsions de tubulure qui peuvent être à l'origine d'alarmes et qui peuvent également vous embêter. Ça, en règle générale, ce n'est pas quelque chose qui vous pose trop de problèmes. Alors là, c'est un gros morceau puisqu'on va attaquer un petit peu le chapitre de la traçabilité puisque ça va vous demander énormément de retranscription sur le classeur de l'HAD. Donc, tout changement de poche de PCA nécessite une traçabilité directement sur la poche. Donc, vous verrez dans le classeur, vous avez des étiquettes prévues à cet effet. Donc, déjà, on vous fournit des étiquettes avec le nom du patient qu'il faudra bien coller sur la poche et aussi des étiquettes à remplir avec le nom du produit administré, la quantité que vous avez mise dans cette poche, la voie d'administration, c'est moins important, et surtout la date et l'heure de préparation et même le nom du préparateur. Alors, c'est très important cet étiquetage de poche, puisque quand nos patients viennent au centre Léon Bérard, nous sommes obligés de le vérifier. Et c'est ce qui donne lieu à de nombreuses, nous, ce qu'on appelle des fiches incidents. Donc, c'est des incidents qui sont déclarés par les services. Et c'est ce qui revient très, très régulièrement. Donc, merci de bien étiqueter à chaque fois pour avoir la traçabilité, surtout du nom du produit et du dosage, au moins pour qu'on sache ce qui est administré dans la poche. Après, donc, on va passer au classeur. Alors, il faut également tracer votre changement de poche directement sur la fiche de prescription de PCA. Donc, moi, je vous l'ai mis là. C'est le tableau qui se trouve tout en dessous. Là, vous avez juste à noter votre nom et la date. Ça permet de retrouver, de savoir qui a fait finalement le changement de prescription, enfin le changement de poche. Ensuite, vous avez un onglet dans le classeur qui est prévu également à toute la surveillance de la pompe ambulatoire. C'est dans cet onglet que se trouvent également les étiquettes que vous allez coller sur la poche. Donc ici, sur cette fiche de surveillance que vous allez vraiment utiliser au quotidien, quand vous remplissez la poche, que vous la changez, vous devez bien sûr noter la date et puis bien sûr, vous mettez votre nom. Voilà.
Et enfin, dernière étape sur le diagramme de soins, où il faut quand même bien retracer que le patient a une pompe ici de morphine, j'ai repris toujours mon exemple, et en notant à chaque fois la dose le jour du changement. Et après, vous laissez filer votre trait de PCA. Alors, la surveillance quotidienne. Une chose qui est très, très importante pour la réévaluation de la pompe, c'est qu'il faut qu'on arrive à estimer la consommation dentalgique totale pendant 24 heures. Et pour cela, on va vous demander d'effectuer de consulter le rapport des bolus qui se trouve sur la pompe. En général, vous pouvez le faire très facilement. La pompe, vous n'avez pas besoin de l'éteindre, elle est en marche. Et avec le point d'interrogation, vous faites défiler le menu et vous tombez sur le nombre de bolus. Donc là, vous allez avoir le nombre de bolus effectués sur le nombre de bolus tentés. Donc, vous devez bien le tracer sur la feuille de surveillance tous les matins, comme ceci. Et après, on va vous demander de remettre à zéro ces bolus, ce qui évite du coup de faire des soustractions pour savoir par rapport à la veille ou l'avant-veille le nombre de bolus qui a été fait. Comme ça, on peut calculer très, très rapidement la consommation et effectuer l'adaptation de la dose. Ce qui est important aussi, chaque jour, c'est de vérifier quand même la concordance de la programmation de la pompe et la feuille de programmation. Comme je vous l'ai dit en introduction, il nous est arrivé de faire rentrer un patient, en l'occurrence, avec une programmation qui était différente de la feuille de programmation. En fait, ce qui s'était passé, c'est que le changement de programmation n'avait pas été fait dans le service. Mais du coup, cette erreur a pu être mise en évidence par l'infirmière libérale qui nous a contactés parce qu'elle avait effectué cette concordance. Donc, elle n'avait pas été faite tout de suite, donc il s'est passé 48 heures. Mais voilà, dès votre arrivée, finalement, nous aussi, au Santé Léon Bérard, nous sommes amenés à faire malheureusement des erreurs. Donc, l'important, c'est voilà, de bien vérifier. Comme on dit, la confiance n'exclut pas la vérification. Merci. Voilà, donc bien, très, très important, la remise à zéro des bolus chaque jour, soit le matin, soit l'après-midi, mais l'important, c'est qu'il y ait à peu près 24 heures. Alors, l'évaluation de la douleur, Marilyn vous en a parlé. Vous avez dans chaque classeur une réglette de VA. Et puis, si c'est vraiment très compliqué, que le patient ne comprend pas très bien, vous pouvez utiliser l'échelle numérique et puis également vous fier en effet à votre évaluation physique de votre patient. Les effets secondaires, Marilyn vous en a également beaucoup parlé. Les laxatifs sont obligatoires. N'hésitez pas, si le patient ressort sans ordonnance, de bien nous rappeler pour qu'il en ait. Les nausées, les vomissements, voilà, elle vous a quand même tout bien expliqué. La myoclonie, le prurite, ça peut arriver souvent avec la morphine quand elle est avec la voie sous-cutanée. Voilà, bouche sèche, rétention urinaire, surtout chez la personne âgée. Voilà, les hallucinations, le syndrome confusionnel, elle vous a dit baisse de dose ou rotation des opioïdes. Alors, la somnolence, important, en effet, il y a la dette de sommeil, mais en même temps, ça peut être aussi un signe de surdosage. Donc, à ce moment-là, pour vous, il est important vraiment de surveiller la fréquence respiratoire. Ça, c'est quelque chose qu'on va vous demander également à chaque fois que vous allez nous appeler et nous signaler que le patient est peut-être en surdosage. Donc, vraiment, on va se baser là-dessus. La somnolence, l'éveillabilité et la fréquence respiratoire. Donc, en général, on n'attend pas une fréquence respi inférieure à 8 par minute. Déjà, quand on arrive aux alentours des 10 par minute, vous pouvez d'emblée arrêter la pompe et appeler le médecin de l'HAD et après, il vous dira quoi faire.
L'important, en fait, c'est d'éviter cette injection d'antidote qui peut être un petit peu violente pour le patient, puisque c'est un réveil très brutal avec des douleurs importantes. Donc, la naloxone, depuis quelques mois, elle est mise en systématique dans la réserve, dans le bac de réserve du patient en HAD. Alors, pour conclure, je vous dirais que donc, nous sommes joignables, nous, à l'HAD, surtout pour vos commandes. Donc, dès que vous avez besoin de matériel, il faut bien nous appeler au 26 96. L'oxynorm est également un médicament hospitalier, donc il est important que vous le commandiez en même temps que votre matériel. Si possible, prévenir 24-48 heures avant la date de livraison. Sachez que l'oxynorm et la morphine doivent être stockés au domicile dans les caisses bleues avec un cadenas. Le code du cadenas, c'est le numéro de notre département, le Rhône, donc c'est 069. Si par contre, vous avez un problème d'ordre technique avec la pompe, ne nous appelez pas, appelez directement l'astreinte de Bastide. Si vous avez également un problème avec la manipulation de la pompe, les infirmières du service ne maîtrisent pas toujours très bien, donc le mieux, c'est de voir avec Bastide, puisqu'ils ont une infirmière qui est là pour vous former. Et puis, je terminerai aussi pour réajuster donc les traitements. Il faut appeler directement le médecin de l'HAD. Donc, comme vous a dit le médecin, quand un patient est sous pompe, donc l'important, c'est le relevé de bolus. Donc, si vous avez un patient qui effectue plus d'une dizaine de bolus pendant 48 heures, il faut peut-être du coup réadapter le débit continu et les bolus. Si vous changez également la pompe, la poche, toutes les 48 heures ou moins, il faut peut-être qu'on adapte la concentration. Donc, on l'augmente pour éviter cette manipulation à chaque fois quand c'est possible. Voilà, si le patient n'est pas correctement soulagé, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, la réévaluation du traitement, c'est toujours à faire auprès du médecin directement. Voilà, je pense que voilà, j'ai terminé. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez désormais nous les poser. Voilà. Pour la traçabilité aussi, ce que je voulais, juste une petite parenthèse, bien noter, vous notez très très bien la date et bien noter l'année, puisque parfois nous avons des patients en HAD qui sont sur des périodes transitoires avec des années différentes. Et quand on archive les dossiers, on ne connaît pas toujours l'année et donc ça peut poser problème. Voilà, voilà. Maintenant, je suis disponible pour vos questions. Bon, super. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Ou alors, apparaître. Oui, vous pouvez allumer le micro. Ou alors, vous pouvez allumer le micro. Et on peut échanger directement. C'est vrai que cette nouvelle formule complique un petit peu les échanges peut-être, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours même sur la formule, finalement, pas soirée des libéraux, mais peut-être pause café, puisqu'on est en post-prandial. Alors, bonjour. Est-ce que nous devons garder les ampoules de morphine pour votre traçabilité? Donc, non. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez les jeter directement dans la boîte à aiguilles. Donc oui, je vous disais, si cette formule vous convient, ou vous trouvez finalement que c'est moins bien de vous retrouver aux soirées libéraux en présentiel, enfin voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, puisque c'est la première fois qu'on teste cette formule.
Alors, Marilyn est partie, mais si vous avez des questions plutôt médicales, on peut peut-être la récupérer, mais voilà. On peut essayer de la récupérer. Super. Bon. Alors, je ne comprends comment la morphine peut être efficace en cas de détresse respiratoire. Alors là, je vais répondre à la place de Marilyn. En fait, on va justement utiliser l'effet secondaire de la morphine, puisque, comme on l'a dit, la morphine peut avoir un effet dépresseur respiratoire, puisque c'est ce qu'on va justement surveiller avec la fréquence respiratoire, éviter qu'elle ne baisse de trop. Mais chez les patients qui sont polypnéiques, donc qui ont des fréquences respiratoires entre 20 et 30, utiliser la morphine justement pour diminuer la fréquence respiratoire peut du coup les aider un petit peu à stabiliser cette polypnée. Ah, peut-être qu'elle va donner d'autres informations. Marilyn, il y avait une question sur l'effet de la morphine en cas de détresse respiratoire. Donc, moi, j'ai expliqué qu'on utilisait l'effet justement dépresseur respiratoire de la morphine. L'effet de la morphine, tu crois? Sur la détresse. Tu sais, tu as expliqué qu'on pouvait l'utiliser à visée optimisante. Oui. Alors, souvent, quand on est appelé pour des détresses respiratoires aiguës, on a souvent quand même de la morphine en réserve. Donc, c'est vrai qu'on vous fait titrer finalement. Dans une seringue on vous fait mettre 10 mg de morphine dans une seringue de 10 et on vous fait titrer par coup de 3 mg en IVD et ça marche bien sur la respiration. On va t'en faire un peu là d'ailleurs. Je crois que je vais faire un peu. Et puis après, souvent on associe quand même une benzodiazépine, donc souvent on fait faire du Valium aussi avec. Le temps de temporiser, de vous faire livrer une pompe pour de la morphine ou du midazolam. Mais oui, la morphine, c'est un meilleur dépresseur respiratoire que le midazolam et que les autres benzodiazépines. Donc, détresse respiratoire aiguë égale morphine et pas midazolam. Donc oui, vous aurez le support. On va vous l'envoyer sur votre adresse mail, hein, c'est ça? Donc vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Bon, super. Donc, les compliments. Ouais. J'ai été brillante. C'est brillante, sans image. Même sans image, j'ai été brillante. Il n'y a pas de questions? Bah écoute, non. Alors, sur la saturation. Non. Vraiment, c'est la fréquence respiratoire qu'on vous demande de surveiller, la somnolence, la constipation, le VA, bien sûr. Voilà. Et puis, les nausées, la liste des effets secondaires. Mais il n'y a absolument pas d'incidence sur la saturation. C'est parfait à distance. Bon, bah super. On va essayer de poursuivre dans ce sens-là. Ouais. Et puis, sur l'horaire, si l'horaire vous convient comme ça, on vous donnera la suite. Oui, ok, super. C'est pas mal. En fait. Oui, c'est très bien, ouais, du coup. Oui, ça peut. L'avantage, c'est qu'en effet, les soirées des libéraux en présentiel, les locaux, finalement, seuls les locaux pouvaient se présenter, finalement. Très bien. Eh bien, écoutez. Ouais. Super. Bon, très bien. Alors, c'est vrai que c'est sympathique, mais bon, on a moins l'occasion de se voir et de mettre des visages sur les noms, mais on s'en contentera pour le moment. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, à ce moment-là, on va retourner tous à nos occupations. Non, c'est pas comme ça. Prochain thème, alors je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas. Vous pouvez en proposer, je pense. Vous pouvez, oui, vous pouvez faire aussi vos demandes s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Et sur un syndrome particulier, enfin voilà, je pense que ça peut être intéressant peut-être de faire sur les différents syndromes, entre le syndrome occlusif, la détresse respi, on pourra peut-être se faire un petit topo là-dessus. Vous pouvez envoyer à Justine Protière, @lyon.unicancer. C'est ça? C'est la personne qui a envoyé le lien. Voilà, très bien. Donc, vous pouvez faire vos retours à Justine. C'est la personne qui vous a envoyé le mail d'invitation. Alors, branchement de la tubulure PCA.
Ah, oui. Attends, je peux remettre mon truc, là? En fait, vous avez sur la poche, le flex vide, vous avez 2 entrées. Donc, celle avec l'embout noir qui vous permet du coup d'effectuer le remplissage avec la string lock, donc comme je vous l'ai dit, sans trocard. Et l'autre entrée, vous avez un petit, comment on pourrait expliquer, hein, une petite languette plastique qu'il faut casser. Et à ce moment-là, voilà, ici, en fait, vous la cassez et vous pouvez du coup introduire la tubulure de la pompe Bodyguard. On le voit un tout petit peu ici à gauche de l'image. Et après, la purge de la tubulure se fait par la pompe. Alors, du coup, je ne vois plus le chat. Ah, pardon. Comment tu fais? Là, dans le Zoom, c'est le bleu à côté du PowerPoint. Ouais. Ici. Ouais. Bah, augmente alors le... Tac. Partout. Ah. Attendez, je vais revenir à vos questions. Je reviens. Je vais revenir à vos questions. Ce système est plutôt bien, mais moi, je ne maîtrise pas très bien l'informatique. Ah, super. Voilà. Alors, c'est le branchement au niveau de la voix par rapport à l'embout spécifique. Pas toujours évident d'enlever l'air de la poche, ça, oui, je vous l'ai dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à injecter un peu d'air pour bien capturer. Et puis après, quand vous purgez avec la pompe, n'hésitez pas non plus à orienter la poche du coup de l'autre côté du côté de la tubulure en fait. Comme ça, l'air passe en premier dans la purge. Alors, je ne comprends pas la question de Karine Botton. Le branchement au niveau de la voix par rapport à l'embout spécifique. Je suis désolée. Ah, par rapport peut-être au raccord, puisqu'il y a une double tubulure. Ah oui. Par rapport au deuxième, peut-être à la deuxième sortie. Mais alors, nous, on ne l'utilise pas, hein, cette sortie-là. C'est le branchement au niveau du pack ou pic. Au bout de la tubulure, il y a un embout anti-reflux. Oui, voilà, c'est la double tubulure. Non, non, vous prenez la tubulure, l'axe principal. La double, en général, nous, on ne l'utilise pas. Alors, oui, par rapport à la question, peut-on avoir une vidéo de la programmation de la pompe? En effet, on est en train de travailler sur un tuto, justement, une vidéo tuto qui vous aiderait avec le matériel du Centre Léon Bérard, les différentes étapes. Du coup, vous pourrez vous aider justement au branchement de la pompe, surtout quand ça se fait directement au domicile. Souvent c'est fait un peu dans la catastrophe, dans la précipitation. Même si vous avez été formé par Bastide ou que vous avez la formation, en effet, on s'est rendu compte que ça pourrait un petit peu vous aiguiller. Peut-on brancher sur un robinet cette tubulure? Oui. Bastide est toujours dispo pour nous aider à reprogrammer. Oui, tout à fait. Bastide, normalement, ils sont là pour ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Après, à l'HAD, on peut vous donner un petit coup de main, mais comme je vous l'ai dit, toutes les infirmières ne sont pas toujours bien formées. Donc, le tuto aussi va aider pour tout le monde, finalement. Pas que vous. Eh bien oui, en effet, pourquoi ça n'existe pas le tuto? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va essayer qu'on est en train d'en faire un là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films, en tout cas sur la Bodyguard en mode PCA. Et le fournisseur n'est pas très motivé pour faire
vidéo. Ben, écoutez, je crois qu'on va pouvoir se quitter sur ces dernières paroles. Voilà, plutôt pour Pompe d'Apé. Alors, OK. OK, écoutez, on va voir. On va vraiment déjà parler de la PCA parce que c'est quand même bien spécifique et puis qu'il y a toute cette partie de traçabilité qui est un petit peu lourde et qui est importante pour nous, pour pour vraiment avoir toutes les informations de ce qui se passe au domicile. Donc voilà. Donc Pompe d'Apé, pourquoi pas, mais dans un second temps. Ouais, super. Parfait, merci. Merci à tous et à toutes, hein, en tout cas, pour vos connexions et puis pour vos messages. C'est bon? Ouais. Allez. Super. Ouais, c'est bon.